Eh ben bonjour tout le monde, c'est parti pour cette 11e meeting d'IA for Sup avec un programme assez chargé. Aujourd'hui, un petit point sur la communauté. On vient de parler avec Nathalie qui vient de nous rejoindre. Il y a pas mal de Suisses qui nous ont rejoints cette semaine sur IA for Sup. Puis la cause, c'est la semaine dernière, j'étais à un meeting et puis on a pas mal échangé, pas mal discuté avec les intervenants. Je leur ai parlé de la communauté et puis Nathalie fait partie de ceux qui ont dit ah ben moi j'aimerais bien faire partie de la communauté. Donc tu es dans la boucle là. Voilà, la petite nouvelle, c'est Nathalie. Elle est avec nous. Donc, tu vois, il y a des. Ça, c'est les nouveaux intervenants depuis la semaine dernière. Hop, 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 voilà. Depuis le mois dernier, depuis le dernier webinaire, donc je fais un petit récap. Ça, c'est tous les gens qui étaient avec Jean-Michel Julien, que ceux qui sont à Lyon ont connu quand il était à l'IUFM à Lyon 1, qui est maintenant en Suisse, à Unidistance. Robin, qui vient d'arriver à Learning Lab de Louvain-la-Neuve. Robin, qui est chargé de mission IA à l'Université de Louvain-la-Neuve. Donc, il y a pas mal de travail aussi à faire. Germain, qui est VP numérique. Germain, je ne me rappelle plus. Dans l'ouest de la France. Ah, il va m'engueuler. En Alsace, UHA, ouais, c'est ça. Pierre Valarcher, qui est chargé de mission IA à Créteil. Voilà, donc c'est Paris, je ne sais plus quoi, Val-de-Marne, quelque chose comme ça, le nom de Paris-Créteil maintenant. Stéphane Chrétien, qui est un prof à Lyon 2. Mohamed, que j'ai connu à Tunis quand il était responsable des serveurs de l'UVT, mais il y a 10-15 ans, et qui est maintenant au Qatar, il me semble. Voilà, donc pas mal de gens. Ambroise aussi, qui fait partie de l'équipe d'Unidistance. Voilà pour les petits nouveaux de ce mois. Dans les nouveautés sur les outils, j'ai pas mal bossé, j'en ai référencé pas mal sur les RH. Donc, il y a pas mal d'outils sur les RH qui sont arrivés, enfin, que j'ai travaillé dessus parce que je fais une conférence sur les RH, IA et RH. Donc, j'ai un peu creusé le sujet. Je discutais aussi avec David sur une IA je trouve assez intéressante qui s'appelle Flux 1, qui est génératrice d'images, hein, une IA qui génère des images, et on se demandait si on pouvait la monter sur Olama. Donc, et puis on a testé Olama, donc David nous fera, alors là, et je t'engage, hein, David, pour le prochain meeting, le mois de mars, David va nous faire un petit bilan des performances des serveurs RAG, hein, le mois prochain. Oui, oui, oui. On Non, va essayer. plus d'enthousiasme, monsieur Oui, David. oui, oui. Donc, il a testé plein de serveurs RAG et puis il en a plein de nouveaux. Donc, on avait prévu de faire pour le mois de février. Il m'a demandé un mois supplémentaire dans ma grande mansuétude. Je lui ai dit OK. Mm. En fait, j'ai pas le choix, pas vrai dire. Donc, le mois prochain, on va faire ça. Et l'idée aussi, c'est de voir avec Olama si on peut rajouter des serveurs de vidéos, d'images. Et il y a un autre truc aussi qui est vachement sympa. Olivier n'est pas là aujourd'hui. Alors Olivier, pour ceux qui ne suivent pas, c'est celui qui a monté le serveur RAG, RAG à Rennes. Olivier à l'université de Rennes. Moi, j'aimerais bien qu'on expérimente, on fasse un groupe d'expertise d'échange autour d'un outil que David m'a montré et que je trouve assez sympa, qui s'appelle RAGflow, qui permet d'agencer des agents intelligents, justement, en surcouche de Olama. Et moi, je suis assez bluffé pour les possibilités. Après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être performant? Est-ce que ça va tenir le choc? Mais c'est assez prometteur. Rackflow, d'ailleurs, on l'a référencé, Rackflow. J'ai vu son logo. Ah, ici, voilà. Voilà. Donc là, il y a un groupe de travail à faire. Rackflow, ça a 2 mois, hein, 2, 3 mois, hein, David. Ah non, 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 c'est plus vieux que ça. Non, 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 non. Non, Ah non, bah, mais ça fait. Disons que c'est un système, enfin, c'est un RAG qui est déjà bien abouti. Hein. d'accord. Ouais, ouais. OK. Voilà, donc ça c'était pour les nouveaux outils. Bon, je vais reparler des Queen et des DeepSeek après dans l'actualité du mois. Sur les docs, aussi pas mal de nouvelles docs que j'ai référencées. 2, 3 choses assez intéressantes. La morale machine. Didier, ça va t'intéresser. C'est tout un groupe un collectif qui s'est créé sur donner des lois morales à nos ordinateurs, à nos IA, à nos générateurs, etc., pour la suite. Donc, avec des choses, est-ce qu'on faut
quand une voiture autonome traverse une route, traverse un passage piéton, passe devant un passage piéton, il y a une vieille dame ou un bébé, qui c'est que j'écrase, plutôt la vieille dame ou plutôt le bébé? Je caricature, mais c'est un peu ces choix cornéliens à faire. Donc, il y a des votes auprès de participation du grand public. La Moral Machine, j'ai un des intervenants de ce projet-là qui est français, qui devrait bientôt arriver sur IA for Sup. Voilà. Euh, Autre chose aussi intéressante, c'est confiance.ai. C'est un site qui est ouvert par les... Hop, 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 si j'arrive à ouvrir. Hop, hop, voilà. Confiance.ai. C'est pour l'utilisation de l'IA dans l'industrie. Donc, des gens, comment on utilise les IA? Alors, les IA génératives n'étant qu'une petite partie des IA dans le domaine industriel. Comment on utilise ces IA là-dedans? En sachant que les IA, des fois, disent un peu n'importe quoi. Donc, faire attention, comment insérer ça dans des choses où, justement, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et à ce propos, moi, j'ai récupéré cette conférence-là de Juliette ouais, Matoli. Je ne sais pas si tu connais, si quelqu'un connaît, Juliette Matoli, qui est la responsable IA chez Thales. Et là, les gars, on ne rigole plus. C'est du sérieux, c'est du concret, avec des organigrammes assez sympas, comme celui-là, que j'ai trouvé assez génial. Est-ce que je peux l'ouvrir? Hop, hop, hop. Voilà. L'utilisation des IA dans leur monde industriel. Donc, avec tout ce qui est du domaine de l'agent conversationnel, tout ce qui est du domaine de machine learning, tout ce qui est de computer vision pour les avions, pour les missiles, pour les armements, pour les trucs, c'est rigolo là. Alors, enfin, pas rigolo justement, très, très concret des domaines industriels de chez Thales. Et c'est une super conférence qui nous montre un peu le potentiel dans le monde industriel des IA et pas seulement des IA, hop, 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 retour si je fais ça, voilà, des IA génératives comme on a l'habitude de faire. Je ferme ça, je navigue avec mon Notion. Donc, une conférence Juliette, si vous ne connaissez pas, moi, elle m'a épaté. Il y a un autre truc qui m'a épaté. Alors, comment je scroll? Hop, hop, hop. Tiens, pourquoi je ne peux plus? Hop, bon, je vais relancer mon truc. Il y a un autre truc qui m'a épaté, c'est sa vision des différents métiers autour de l'IA dans le domaine industriel. Donc, il y a une conférence qui est vachement intéressante à aller voir. Voilà. Donc ça, c'était un peu les choses que moi, qui m'ont bien marqué ce mois-ci, depuis la dernière fois. Une conférence aussi de Yann Lequin, assez intéressante, comme d'habitude. La morale machine à confiance, voilà. Un reportage de France 2 sur les sacrifiés de l'IA, c'est-à-dire les petites mains qui font tourner l'IA. Tout n'est pas automatique derrière. Euh, il y a aussi les anti-IA qui ont fait résister à l'IA à son monde. Donc, il y a un collectif de résistance à l'IA, les Hiatus, résister au monde de l'IA. Donc, il y a la Quadrature du Net, Attaque, les syndicats, etc. Il y a Samuel qui nous avait présenté un bouquin qui devait nous en parler, mais Samuel n'est pas encore arrivé. Donc, voilà, Hiatus. T'es là, Samuel? J'ai pas vu. Non, il n'est pas là. Donc ça, c'était un peu toutes les nouveautés qui sont dans les bases de données. Et puis, je voulais faire un petit point aussi sur l'actu IA qui s'est emballé en début d'année, où il y a eu quand même pas mal de choses avec l'annonce fin janvier de Stargate avec Trump et compagnie. Le gars de chez OpenAI, Sam Altman, la banque qui expliquait qu'ils allaient mettre 500 milliards. Le lendemain, Musk a dit, mais en fait, ils ne mettront pas 500 milliards, ils ne mettront que 10. Donc, on est déjà dans du grand n'importe quoi. 2-3 jours après l'arrivée de DeepSeek. Si on reste dans une tour noir chacun. Attends, il y a un micro qui parle. Je ne sais pas qui c'est qui. Du bazar. L'arrivée de DeepSeek et des amis chinois qui expliquent ce qu'ils vont faire avec. Ils ont fait moins, mais finalement, il n'y a peut-être pas moins que ça. Quand on regarde des interviews, des choses comme ça, il y a alors, il y a quelqu'un qui me dit le documentaire sur les sacrifiés de l'IA devrait être un prérequis à regarder avant de se lancer. Oui, c'est une bonne idée. Euh, les DeepSeek, les Chinois qui disent finalement, bon, est-ce que c'était vraiment si low cost que ça? On n'est pas bien sûr. Bon, là, il y a une vraie concurrence. Les grandes manœuvres ont commencé.
Et en France, on essaye de résister. Je ne sais pas si... Là aussi, on est dans le blabla, dans les effets d'annonce avec un plan à 109 milliards. Donc, on verra ce qui en ressort. Le petit tableau comparatif, justement, avec toutes les IA qui sont sorties ces derniers temps, en rajoutant DeepSeek et Queen, les IA chinoises et le chat qui doit être ici, voilà. Depuis le 2 février, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est le premier jour de l'IA Act, l'entrée en vigueur de l'IA Act, avec des choses qui sont maintenant interdites, le social scoring, la manipulation subliminale, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont maintenant passées à l'action dans l'IA Act. Les prochaines règles et restrictions, c'est au mois d'août. Voilà. Donc il y a un calendrier comme ça de montée en croissance de la réglementation autour de l'IA Act. Donc voilà. J'ai trouvé aussi un article intéressant sur l'impact l'impact de l'IA sur la créativité des étudiants. Je me rappelle plus qui a fait ça. Hop, on va cliquer, on va aller voir. Cet article, il est de qui? Science et Direct. Hop, de toute façon, vous avez dans la base de données les outils. D'accord, donc c'est plusieurs universités sur l'impact. Et ben, je me rappelle plus ce que j'avais lu. Bah, vous verrez voir sur la fiche que j'ai fait. Hop, hop, hop. Le résumé, il est pas si court que ça. Voilà. Hop. J'enlève ça. À chaque fois, je reviens pas au bon endroit. Euh, Aussi sur la terminologie commune, on avait fait commencer un travail avec David sur la terminologie dans l'espace projet d'IA Forsup. J'ai rajouté la fiche sur les agents. C'est quoi un agent intelligent? C'est quoi un assistant intelligent? C'est quoi l'automatisation? Donc j'ai trouvé cette grille qui est assez sympa. Je pense que pour qu'on se mette d'accord sur la terminologie. Donc je l'ai mis aussi dans le projet de terminologie. La ressource du mois, ah ça c'est génial, je ne parle que de ça partout où je vais maintenant. C'est un site web, j'avais montré des simulations, j'avais fait des ressources pour apprendre l'IA, il y avait un simulateur de ChatGPT, on avait un simulateur de réseau de neurones. Là, on est passé sur un cran supérieur. Ce prof de l'université aux États-Unis, je ne me rappelle plus laquelle, a fait des tutos et des applications Excel. Vous pouvez programmer votre Transformers dans un fichier Excel. Vous pouvez programmer un GPT dans un fichier Excel. Ouais, Pierrick, je vois que tu fais des bons sur ton siège, mais c'est un truc de dingue. Il faut être hyper. C'est un casse-tête chinois, hein, mais vous pouvez voir la progression, l'embedding, la tokenisation, l'embedding, les transformers faire dans une matrice sur Excel. C'est un truc de malade. Donc, vous avez la page YouTube où on trouve tout ça. Il y a un truc génial. Ouais, moi, je suis maniaque de la base vectorielle. Ah merde, attendez, il y a des pubs. Couper la pub, voilà. Et il explique ici, et donc vous avez la ressource en dessous, hein, il y a un site web qui est dédié. Euh, donc, il explique les bases vectorielles, mais il y a tout le fichier Excel qui va avec. Et on peut jouer avec le fichier Excel dans une base vectorielle. Alors, hop, si je vais sur le site web, on sent la démo bien préparée, vous voyez, hein. Hop, hop, hop. La vidéo, pop, 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 les slides. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas pour débutants alors. Donc là, je viens à la base. Et ici, vous avez toutes les ressources qu'il propose. Après, il y a tous les calculs de matrice qui sont la base aussi mathématique. Voilà, base vectorielle dans Excel. À la main. Voilà. Et donc, vous avez la base vectorielle qui doit être téléchargeable, qui est ici. Pop, 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 pop. Il doit être ici. Il faut te loguer, ouais, il faut se loguer pour avoir les fichiers Excel. Et donc, on peut se balader dans le fichier Excel et faire le truc. Moi, je l'avais récupéré, mais j'ai déjà pas le temps de vous le montrer. Mais ah, c'est une super ressource pour faire comprendre les IA. C'est les IA modélisées dans des fichiers Excel. Donc, il y a plein de conseils comme ça. Les transformers dans un fichier Excel, le GPT dans un fichier Excel, les bases vectorielles, etc., etc. C'est une super ressource. Voilà. Et celle-là, elle m'a beaucoup
pris de temps ce mois-ci. J'y ai passé pas mal de temps. Et normalement, si je vais sur la fichier média, ouais. Voilà, j'ai mon fichier Excel. Ah ouais, je vous l'ai mis sur IA for Sup. Voilà, c'est ça. Je vous l'ai mis ici dans la fiche. Hop, 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 hop. Et si j'ouvre mon fichier Excel, je vais pouvoir. Alors sur mon ordi, ça va ramer de la mort. Hop, hop, hop. Voilà. Le type de ressources qu'on récupère sur Internet, c'est quand même pas mal. Hop, alors. Bon, vaut mieux lire le tuto avant, hein. Hop, ah, il est parti là. Mon Excel est reparti là. Pom, 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 pom. Vous voyez. Et donc, je peux, hop, jouer. Alors, c'est quoi que j'ai récupéré? Transformer. Donc là, c'est les applications Transformer. Alors, les tokens, c'est des chiffres chinois, hein. Hop, 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 ici. Donc, je rentre une série de chiffres et après, je peux voir, mettre en place le truc, l'attention, voir les algos qui se mettent en place, etc., etc. Donc, on a ici toutes les applications et ensuite, ça bascule, hop, ici, sur le transformer lui-même, l'action. Vous voyez, il y a tous les chiffres et on peut faire la simulation comme ça. Donc, à télécharger sur la page d'IA4Sup, là où j'ai récupéré les fichiers Excel. Moi, je me suis fait un compte. Si vous ne voulez pas vous faire de compte, vous pouvez commencer à jouer là-dessus. Puis, si ça intéresse, je rajouterai les fichiers Excel derrière pour ceux que ça intéresse. Mais une super ressource. C'est pas à mettre en main de sixième, hein, par contre, hein. C'est un niveau moins L3, M1. Pas à mettre entre toutes les mains non plus. Voilà. Mais ça permet de comprendre, de visualiser, de toucher, d'appréhender ces notions, ces concepts. Voilà. C'était la ressource du mois. Le sixième point, c'est pas moi qui va en parler, c'est Lucie qui va parler d'un accord. On a pris ça à l'occasion du sommet de l'IA. Lucie, je te laisse expliquer ce projet, cet accord. Avec grand plaisir. Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, et je vois Pierrick qui a mis dans la discussion que Mistral vient de lancer sa collaboration avec les universités. À voir. Et ben effectivement, à voir. Alors c'est un plaisir de travailler comme ça. Je vais vous raconter un peu la genèse du truc puisque on y était. Ça vient d'une idée un peu farfelue de ma part, pendant le sommet mondial pour l'action sur l'IA. Alors pour, regrouper un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vus, je vous avais présenté un défi que nous avions mené. Très clairement, hein, le sommet mondial pour l'action sur l'IA, c'était un truc très politique organisé par l'Élysée, où l'Élysée s'est dit: «Tiens, ce serait bien qu'on montre que, les Français sont super forts en IA» et donc ils ont sous-traité, au SGPI, la charge de sélectionner 35 défis qui montraient l'excellence, française et surtout européenne, enfin surtout française et européenne, pardon. Et on a été choisis et nous étions le seul défi qui parle d'IA et d'éducation. En fait, le 10 février, quand on était au Grand Palais, nous étions le seul défi qui parlait IA et éducation, et même les seules personnes qui parlions IA et éducation. Moi, je suis un peu gênée de ce truc-là, mais bon, voilà. Donc ça a été assez médiatisé et en fait, on avait un partenariat de principe avec Mistral. On appelle partenariat de principe parce qu'en fait, ces défis, organisés par le SGPI, n'avaient pas d'argent du tout et donc quand on n'a pas d'argent pour monter, un truc aussi ambitieux, c'est pas évident surtout de gérer la communication. Donc Mistral nous octroyait, un montant, pas énorme mais, suffisamment, suffisant pour pouvoir gérer la communication autour de ce sommet-là. Et en discutant avec Mistral un jour, on s'est dit avec Oriane Ledroit, déléguée générale d'EdTech France, c'est quand même vraiment dommage d'avoir un partenariat avec Mistral et de ne pas avoir un vrai livrable, en tout cas un vrai projet ensemble. Et on s'est rendu compte que c'était assez intéressant parce que là où Mistral, technologiquement aura du mal à rattraper, par exemple OpenAI, les États-Unis d'OpenAI, ils sont très intéressés par le côté éducation parce qu'ils cherchent à faire valoir les mêmes valeurs. Et là, pour le coup, ces valeurs-là, bon, vous les connaissez, hein, souveraineté des données, frugalité frugalité autant que faire se peut. Ça, c'est des valeurs sur lesquelles OpenAI ne peut pas rivaliser. Et donc, on a vu, nous, un intérêt
vraiment, qu'on pouvait vraiment toucher du doigt, de faire intervenir Mistral dans l'enseignement supérieur, pas pour, remplacer les BIAT, les enseignants et cetera, mais surtout, pour permettre d'avoir des outils SI enrichis par IA que nous maîtrisions. Et en fait, en discutant avec de nombreux établissements, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal d'agents dans les établissements et d'enseignants qui utilisaient des IA génératives sans formation, sans s'intéresser à l'impact écologique, sans s'intéresser, à, la souveraineté des données. On a évidemment des chercheurs qui ont, donné des résultats de recherche, à ChatGPT. On a des directions aux affaires juridiques qui ont traité des cas sur ChatGPT. Enfin, c'est quelque chose qui est fait parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Enfin, je vous apprends rien, évidemment, à vous, je vous apprends rien. Donc là, si on peut avoir un accord intéressant avec une offre de marché qui soit, qui prenne pas à la gorge l'ensemble des établissements du supérieur et qui puisse développer un outil, une plateforme, Mistral Edu ou le Chat Edu comme ils développent actuellement le Chat Pro, mais qui soit adapté à l'enseignement supérieur, pour la gestion des affaires juridiques, avec le code de l'éducation, pour la gestion des achats publics, avec des petits RAG, par exemple, qui pourraient introduire le code des achats publics, le guide pratique des achats innovants. C'est pas grand-chose technologiquement, mais par contre, en termes de passage à l'échelle, c'est quelque chose sur lequel Mistral a une force de frappe. Mistral a été très content d'entendre ça. Ils ont voulu commencer à travailler avec nous. Et donc, on avait un travail de communication à faire. On a fonctionné à l'envers, hein, complètement. On avait un travail de communication à faire pour le 10 février pour pouvoir annoncer, lors du Grand Palais et avec toutes les retombées médiatiques, dont on a pu bénéficier puisqu'on était le seul défi IA éducation. Donc on a d'abord engagé les établissements en leur disant: «On ne sait pas où on va, mais on y va». Et ensuite, on s'est dit: «Bon, on y va». Donc je vois David, qui sourit parce qu'il fait partie des établissements partenaires. Aujourd'hui, on a 14 établissements partenaires. On a le CNAM, l'École des mines, Sorbonne Université, Bordeaux-Montaigne, l'Université de Haute-Alsace, l'Université de Lorraine, l'Université de Montpellier, l'Université de Nîmes, l'Université de Picardie-Jules Verne, l'Université de Rennes, l'UPEC Paris-Est-Créteil, Paris-Saclay, Toulouse-Jean Jaurès, l'Université de Lorraine qui apparaît 2 fois, pardon, je ne comprends pas pourquoi, l'Université de Tours, le programme Atypi Friendly, et nous sommes suivis de très près par l'AMU qui nous aidera à monter les marchés. Cette alliance est une alliance ouverte, complètement ouverte, qui va s'organiser autour de 5 thématiques. La thématique des DPO et des DAGE, la thématique du geste enseignant et de l'apport pour l'étudiant, la thématique de tous les SI à destination des scolarités, des DRH et de tous les services à l'université. Si SIFAC, SIAM et tous les autres vous disent quelque chose, l'idée c'est de les enrichir par IA. Une thématique sur la stratégie et le pilotage, bien entendu, et une thématique sur l'accessibilité et l'inclusion, sur laquelle Atypi Friendly a largement toute sa place. Le but du jeu, c'est d'aller extrêmement vite, puisque Mistral est dans les starting blocks, et que vous savez très bien que c'est un mastodonte, et que si dans 6 mois on n'est toujours pas prêt à leur sortir un cahier des charges, ils partiront sans nous. Non seulement ils partiront sans nous, mais ils annonceront... moi, je les vois bien venir, hein, franchement, hein. Je les vois bien venir à annoncer, Mistral gratuit pour tous les étudiants. Aujourd'hui, Mistral, Pro, ça coûte 2 € puisqu'il suffit de prendre un forfait free à 2 € et puis on a Mistral gratuitement. Depuis les annonces de Mistral, tous les clients free ont accès à Mistral. Donc la manière la moins chère d'avoir Mistral Pro, c'est, de prendre un abonnement free, pour 2 €. Ce serait pas déconnant qu'ils annoncent très vite, une offre, pour tout le monde. Nous, on est là justement pour faire attention où vont les données, pour expliquer à Mistral que l'éducation, on en a besoin aussi dans les SI, on en a besoin dans l'enseignement supérieur et les EdTech en ont besoin. On a un partenariat. Ce partenariat, il n'est pas uniquement Mistral Université. Bien entendu, il est aussi avec EdTech France parce que les EdTech ont besoin d'infrastructures sur lesquelles on peut compter, nous, universitaires. Voilà, je réponds à la question qui a été posée. Alors, on a été approché par beaucoup de structures qui ne sont pas des établissements du supérieur,
On a été approché par le privé. Alors, on a fermé la participation au privé parce que ça, c'était une volonté politique de Mistral de s'engager plutôt pour le service public. Et en même temps, quand on lit le dossier de presse de François Bayrou, qui est sorti après notre idée farfelue, il a dit qu'il voulait un outil pour le service public dans 12 mois. Donc, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Par contre, l'enseignement secondaire, on aimerait bien l'intégrer, notamment sur le -3+3. Pour l'instant, je vous avoue qu'on ne sait pas du tout comment. Mais en tout cas, on va y réfléchir et on va l'intégrer petit à petit. On essaie d'avoir des livrables rapidement pour répondre à des questions très pratiques et urgentes. Et pour aussi que Mistral puisse comprendre que dans le SR, on est réactif. Dernière chose, le lien avec les initiatives de l'ESR, genre Ragaren, genre Aristote, genre Lucie, parce qu'on ne veut surtout pas rentrer en concurrence. En fait, j'ai l'impression que, je prends l'exemple de Ragaren, pour moi, c'est des idéaux vers lesquels on doit tendre. Parce que c'est des initiatives qui sont vraiment enrichissantes et exceptionnelles. Par contre, Mistral, demain, il nous apporte une force de frappe, il nous apporte une capacité de développement. Ils ont 150 petits doigts qui tapotent derrière des claviers et qui savent monter une solution en 15 jours. Ça, c'est des choses que nous, dans le NSR, malheureusement, on n'a pas assez de RH pour faire. Même si on a les compétences, on n'a pas forcément les RH. Donc on ne vient surtout pas en concurrence et on est guidé par toutes ces guidelines d'initiative de l'ESR. Voilà. D'accord. Alors, on va décrypter maintenant ce que tu viens de nous dire. Tu as parlé de l'AMU. L'idée, ça serait avoir un serveur central à l'AMU ou c'est juste une hypothèse de travail, c'est une lubie? Alors, c'est pas du tout une lubie. Avoir un serveur central à l'AMU, ça nécessiterait qu'on puisse connecter des millions d'étudiants en même temps. Je pense que ça coûte trop cher pour le SR, mais pas pour Mistral. Donc, à nous d'être très vigilants sur la manière dont Mistral va stocker ses données. Ils ont annoncé la grande construction de data center en Essonne et en France. Je pense que la priorité pour le stockage des données en France, c'est peut-être l'enseignement supérieur, la recherche, et donc c'est là qu'on va peut-être avoir une carte à jouer. Non, l'AMU va nous aider beaucoup à travailler sur les modèles économiques et l'intégration au SI existant, Apogée, Pégase, SIAM, SIFAC, etc. Et donc, tu as un calendrier, il y a quoi? Il y a des groupes de travail? Comment ça se... Pour ceux qui ne Oui. sont pas dans la boucle? Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la boucle, alors déjà, on va faire un truc qu'on ne fait jamais dans le SR, on va communiquer en allant. Donc, avant même d'avoir les résultats, on va essayer d'être le plus ouvert possible sur notre manière de travailler. Par contre, l'Alliance est encore ouverte, évidemment, aux établissements d'enseignement supérieur qui seraient intéressés. Envoyez-moi un mail. Le truc, c'est hyper simple, hein, une lettre du président. On a voulu faire simple parce qu'on est travaillé dans l'urgence, donc tant que le président est au courant et d'accord pour intégrer l'Alliance, nous, on a un interlocuteur qui est souvent le VPNUM, mais parfois le chargé de mission, par exemple Pierre Valarcher pour l'UPEC, chargé de mission IA ou d'autres. Hein, on a aussi un directeur de cabinet, par exemple. Une lettre du président, on peut en discuter évidemment, et on a des groupes de travail. Le chronogramme, il est assez simple. Ce serait bien que pour fin mars, on ait réussi à avoir un premier état des lieux des besoins. Donc, vous voyez, fin mars, c'est tout de suite, quoi. En 2 ou 3 réunions très rapides, qu'on puisse avoir un état des lieux des besoins sur chaque thématique pour permettre de transmettre à Mistral et que Mistral puisse nous proposer des prototypes fin mai. Pour avoir un petit aller-retour entre fin mai et début septembre en disant c'est pas trop ce qu'on veut, c'est plutôt ça qu'on veut, etc. Pour qu'en septembre, l'ensemble des établissements partenaires puissent bénéficier d'une augmentation par IA de leur SI et déployable à toutes les universités françaises en février-mars 2026. Voilà. D'accord. C'est complètement dingue, c'est ambitieux, peut-être beaucoup trop. Hein. Ça se trouve, ça ne marchera jamais, mais moi, je crois fort et je crois qu'on a des établissements qui sont extrêmement dynamiques avec nous et qui ont déjà des besoins. Donc, pour la remontée des besoins, ça ira vite. Voilà. D'accord. Je ne vais pas être seul à poser des questions. Ah, il y a Laurent qui arrive. Hop. Laurent, tu tombes bien. On parlait du projet avec Mistral. D'accord, bravo, projet plus que nécessaire. David, je te trouve bien silencieux. Non, j'étais en train de réfléchir à tout ça, donc c'est plutôt une excellente nouvelle si
si ça prend forme parce que c'est vrai que bon, Mistral, ils ont des moyens que nous n'aurons probablement pas. Donc, cet aspect rapide aussi est assez impressionnant, hein. Je veux dire, en si peu de temps, mais On a des établissements qui sont dans l'Alliance avec des personnes qui les mènent, alors qui mènent ces projets-là, qui sont extrêmement motrices en fait. Donc l'idée, oui, c'est pas d'arriver dans un établissement avec, par exemple, une DRH en souffrance. Non, là, les établissements et les porteurs de ce projet-là vont sélectionner dans leurs établissements des personnes qui ont déjà réfléchi à la question, qui sont déjà dynamiques sur le sujet, pour avoir un état des lieux des besoins très rapide, quoi. il y a D'accord. une bonne question là qui est tombée, j'ai vu dans les commentaires. Pourra-t-on plugger nos propres RAG sur Mistral Université? Alors, je pense effectivement que par rapport à ce que vous avez énuméré, on a chacun dans les universités des règlements qui sont un peu différents ou Ouais. des choses qui sont un peu différentes. Donc, effectivement, Ouais, c'est l'idée, hein. Boris, c'est l'idée. Concrètement, je ne peux pas t'assurer que oui, mais en tout cas, avec les discussions avec Mistral, on en a déjà parlé. On a parlé du Ragaren et de plugger le Ragaren. Alors, eux, en plus, ils ont téléchargé le code open source et puis ils l'ont mis sur leur serveur. Mais chez Mistral, ils n'étaient pas contre cette idée, au contraire. Voilà. Ouais, parce qu'il y aurait ce besoin-là aussi. Toi, on développe tous, enfin, on développe. On a de nos propres serveurs d'inférence à droite à gauche. Il y aurait peut-être une montée en compétences autour de ça en utilisant leur modèle à eux Ouais, et puis rajouter des modèles agentiques là-dessus. Donc, tout ça à pourrait fait. être aussi un axe de travail assez sympa. Je vois que les collègues suisses francophones ils veulent savoir si c'est que pour la France, si on peut annexer la partie sud de la Suisse à ce projet. Alors pour l'instant, effectivement, on reste en France sur une volonté de Mistral, mais on va très très vite étendre. On a déjà parlé des extensions, notamment dans le cadre des alliances européennes. Par exemple, chez nous, l'UPJV fait partie d'une alliance européenne. On va très vite déployer aux 9 autres établissements non français. Et je pense, Nathalie, qu'on va aussi vite déployer en Belgique et en Suisse parce que tu n'es pas la seule à nous avoir demandé. Il y a aussi une dernière question sur les coûts. On va essayer de réduire au maximum les coûts. Aujourd'hui, Mistral a proposé une offre, leur offre Mistral Pro à 3,50 € par utilisateur par utilisateur par mois. Si vous faites le calcul, ça veut dire qu'on peut, un établissement qui a un petit peu d'argent, ce qui commence à être assez rare, peut raisonnablement le proposer à ses enseignants et ses BIAT. Alors pour le proposer à tous les étudiants, c'est complètement du délire. Pour réduire les coûts, à voir avec Mistral, mais ils n'étaient pas contre l'idée de proposer des licences flottantes. Pourquoi on ne proposerait pas une offre, vous savez, là, les offres tempo EDF, avec une météo de l'IA pour dire, bah là, aujourd'hui, ou demain, un examen est prévu dans telle université, on va avoir 2000 connexions en même temps. Donc, ce n'est pas le moment de faire un cours maths et IA à l'UPJV parce que l'université de Montpellier a prévu une utilisation des serveurs assez énorme. On peut imaginer quelque chose comme ça. Alors bon, c'est facile pour EDF de prendre la météo parce que c'est assez calqué sur les températures dehors. Je ne sais pas comment on peut faire, mais une sorte de licence flottante automatique, ça pourrait être très intéressant, réduire les coûts pour Mistral et pour nous, du coup. Ouais, ou la licence utilisateur, même si on a 4000 biats, il y en a que, je sais pas, 1000 qui vont utiliser, on paye sur les 1000 et pas sur les 4000. On peut faire ça. Ouais, ouais, on peut. Ça, c'est la première solution. Et ça, pour laquelle ils sont complètement OK. Mais si on pouvait le faire de manière automatique, ce serait idéal, quoi. Je ne Ouais. l'utilise que quand j'en ai besoin. Comme le Ragaren, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. David, oui, pardon. David, tu as levé la main. oui, oui. En fait, j'ai une question. Donc là, si je comprends bien, pour l'instant, ça serait plutôt une sorte de cervelle fine-tunée sur tout ce qui concerne l'ESR et les règlements, ou c'est un LLM plus complet, une cervelle avec beaucoup enfin des comparables à DeepSeek R1 ou GPTO, enfin, Non, c'est quoi exactement en fait? Parce que là, on parle de coûts, mais bon, vous savez, la Sam Altman a annoncé que l'utilisation de GPT-5 serait quasiment gratuite. Mm.
DeepSeek R1, c'est quasiment gratuit. Gemini, pareil, on peut utiliser déjà beaucoup de choses. Où va se placer alors parce que si Mistral devient payant, est-ce qu'il va apporter quelque chose de beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Parce que alors moi je rêve effectivement d'un LLM français, enfin d'une IA française ou européenne. Mais le problème, c'est d'arriver à embarquer tout le monde et que ça soit au niveau, quoi. Enfin, ça me paraît. Où est-ce que, enfin, quel est le. Je suis pas sûre que je vais répondre à ta question. Je voterai plutôt pour la réponse 1. En fait, je vais peut-être répondre à côté. J'ai l'impression que pour répondre aux vrais besoins de l'ESR, on va pas être sur des avancées technologiques de premier plan. Clairement, hein. Je veux dire, là, c'est vrai que je parle à des experts de l'IA, mais pour moi, tout ce dont on a besoin dans les établissements, c'est que madame la gestionnaire de scolarité en master MEF à l'université de Rennes puisse utiliser un RAG de manière sécurisée, qui comporte des données qui sont fiables et sur lesquelles un LLM va lui répondre, et d'être sûr que ces données n'iront pas à l'étranger. Déjà, si on arrive à et ça, on sait le faire, tout le monde sait le faire. Enfin, tout le monde sait le faire. Je veux dire, c'est assez facile à faire, à mettre en place des RAG. Sauf que là, on veut passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que madame la gestionnaire de scolarité de M2MEF à l'université de Rennes. On va avoir tous les gestionnaires de scolarité qui vont être en capacité, des établissements de l'Alliance et ensuite des établissements français, qui vont être en capacité de faire appel à ce RAG. Donc en fait, technologiquement, on n'est pas sur des outils de pointe, mais on est plutôt sur une utilisabilité par une personne lambda dans un établissement scolaire, enfin du supérieur. Mais je ne suis pas sûre de répondre à tes questions, Davina. Oui, enfin, bon, là, en fait, cette initiative-là, ça serait en fait de mettre à disposition un RAG avec les outils de Mistral, c'est ça, et héberger chez eux, en gros. C'est à peu près ça, hein, si je C'est comprends ça, bien. héberger chez eux, mais avec des conditions qui sont contractuelles. Et ah oui, le truc aussi de ce partenariat, c'est que à terme, on va avoir donc des établissements qui vont conclure des partenariats avec Mistral, qu'ils soient payants ou pas. Il y a des établissements qui se sont engagés qui ne pourront pas mettre un centime parce que c'est très compliqué financièrement. Ça, on l'entend bien. Mais le but du jeu aussi, ça va être d'accompagner, et ça, je pense que ce sera mon rôle, d'accompagner les établissements à conclure des partenariats avec Mistral pour avoir ou ne pas avoir tel ou tel besoin. Concrètement, on ne veut peut-être pas profiter de toute cette offre-là. Et ça permet encore de réduire les coûts, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment répondre à des besoins de base pour éviter qu'on ait des directions aux affaires juridiques qui fassent appel à ChatGPT pour résoudre leurs problèmes, parce que ça, c'est ce qui se passe en ce moment dans les établissements. Voilà. J'ai pas toutes les réponses, hein, pardon. Ouais. Tout ce que tu nous as dit là, il y a un texte qui est écrit en quelque part, à part ce que moi j'ai mis, qui était sorti de ton LinkedIn en fait, là, ce que j'ai mis dans la page aujourd'hui ici. Ça, c'est sorti je pense, de ton post LinkedIn que tu as fait pour annoncer le truc. Est-ce qu'il y a un texte plus conséquent qu'on peut passer à un président de l'université ou qu'un président de l'université peut s'emparer? Oui, bien sûr, je peux le déposer sur Notion. Il y a tous les communiqués de presse qu'on a fait. Ouais. Et il y a eu des articles. Alors, normalement, c'est demain. Il y a un article qui va apparaître sur AEF qui devrait être complet parce qu'on a eu une interview assez longue, Oriane Ledroit, Camille Mordelet d'AEF et moi. Donc oui, en général, ce que je fais quand je contacte ou quand les établissements me contactent, on transmet les communiqués de presse. Après, ça reste flou, hein, très concrètement. Je sais pas où on va et on ne sait pas ce qui sortira et quel type de contrat va sortir de ce chapeau-là. D'accord. Et l'idée est là. Voilà. Parce que moi, j'avais contacté plusieurs fois Mistral. J'ai jamais eu une réponse en disant bah, on a un groupe, on pourrait proposer des choses, on a des besoins, on pourrait discuter ensemble d'un point de vue technique, d'un point de vue économique et tout ça. Donc, c'est bien qu'il y ait ce lien-là. Alors, Parce que entre j'ai eu nous, un endroit qui ne savait pas comment contacter. Bah, déjà, ils répondent à leur mail, ça serait déjà sympa. alors ouais, entre nous, ça a été extrêmement compliqué de les avoir. Et en fait, quand on a lancé cette idée farfelue, je me souviens très bien de cette visio-là, leurs yeux ont commencé à briller et on a compris que c'était une manière aussi pour nous d'influer sur leur stratégie d'éducation, ce qui est bien parce que si on n'était pas là, ils auraient eu une stratégie d'éducation qui était sans doute pas la bonne parce que c'est pas leur corps de métier. Ouais. Et eux,
ils ont vu une manière de pouvoir intégrer l'enseignement supérieur. Et là, on a eu une personne qui a été dédiée et qui est toujours hyper disponible avec nous. Mais effectivement, c'est très, très dur de l'approcher. Ouais. Alors, tu as parlé plusieurs fois de Ariane Ledroit. Pour les gens qui ne connaissent pas de la communauté IA for Sup, Ariane, c'est la présidente ou directrice, je ne sais pas, de EdTech France. EdTech France, c'est un organisme, une association qui regroupe toutes les entreprises EdTech pour mieux se représenter à l'étranger, mieux se représenter dans les salons, faire du réseautage des événements réseau. Et moi, tu as eu le mail, hein, Lucie, je connais Ariane depuis qu'elle est présidente à EdTech par d'autres, parce qu'elle intervient pas mal aussi dans l'éducation nationale, pas que dans le supérieur. Ouais, tout à fait. Et voilà, alors, on a fait participer souvent à Ludovia, qui se passe fin août dans les Pyrénées, que Didier Roy connaît bien, qui est un super événement sur l'innovation dans le monde de l'éducation en général. Il y a de la maternelle à l'université. Et avec Ariane, moi, je lui ai proposé, elle était en copie du mail, hein, enfin, je lui ai déjà proposé il y a un bout de temps, de voir comment on pouvait articuler nos actions IA for Sup avec les EdTech. Tout à fait. De toute façon, dire aux EdTech que nous, IA for Sup, on existe. On est maintenant 230, je crois. Oui, j'ai pas donné les chiffres. Je crois qu'on est plus de 200. On a dû dépasser les 200 participants. Même si on n'est que 20 à chaque meeting, voilà. L'info passe. Et donc, on peut servir de relais pour présenter un peu comme on a fait avec Knowledge, KR2, comme on l'a fait avec toi, Boris, quand tu as présenté ta solution. Présenter les solutions à la communauté et avoir ce lien de faciliter la communication entre les entreprises qui proposent des solutions, alors soit pour les faire connaître, pour les vendre, ça c'est le but final, mais il n'y a pas que ça, pour lancer des expérimentations, pour faire des tests, pour recruter des étudiants, des stagiaires, des thésards, enfin il y a plein de choses qui sont possibles, que l'on peut faciliter la communication entre ces entreprises et le monde universitaire. Donc, tu as vu, tu es dans la boucle là, Lucie, avec Oriane. On va essayer de faire quelque chose. Déjà, dire qu'on existe à ces EdTech et puis s'ils veulent venir participer, un peu comme on a fait jusqu'à présent. Moi, c'est moi qui allais les chercher. S'ils viennent me voir, ça me fera gagner du temps. Avec plaisir. Il y a un truc à faire dans ce sens-là. Voilà un peu l'idée. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Monsieur Laurent Fleury, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, il travaille à la... attends, c'est quoi? C'est les cellules nationales du logiciel, c'est ça? Ouais, presque. Groupe logiciel et cellules nationales du logiciel. C'est plus une cellule sortie de prix. Non, on n'en pense que du bien. On essaye de faire des tests avec David. J'ai vu ton SMS, il faut que je te réponde, David. Et on essaye aussi, alors là, sur un autre angle, mais de se rapprocher justement d'EdTech France et de la FINEF. Pour regarder dans le cadre d'un prochain marché à venir si on n'arriverait pas à mettre en place un système avec un espèce de broker qui pourrait revendre les solutions EdTech sans avoir à passer par la case marché innovant qui permet des tests mais qui ne permet pas de déploiement en prod puisque tu perds le label marché innovant. Donc voilà, on déborde un peu de l'IA, mais l'idée d'arriver à faciliter le lien SR et EdTech Startup est dans les tuyaux et pour l'instant, tous les feux sont plutôt ouverts. Donc on a eu des réunions, on va avoir d'autres réunions et on lance nous le GT en interne GL la semaine prochaine. Je suis en train de préparer la réunion pour justement voir si on n'aurait pas un lot broker EdTech. D'ailleurs, Laurent, je suis désolée pour la dernière réunion, mais ça a été complètement Il y avait des urgences médiatiques. Mais par contre, on continue à bosser ensemble. Et juste pour info, il y a un rapport que justement les démos ES ont rendu sur la collaboration avec la EdTech, entre l'enseignement supérieur et la EdTech. On a rendu le rapport en janvier et a priori, la DGCIP devrait le rendre public, sur lequel on donne des petites astuces pour mieux travailler avec les EdTech quand leurs solutions nous semblent intéressantes, ce qui est... comme pour tout, souvent le cas et parfois pas le cas. Mais quand on a envie de travailler avec une EdTech, c'est pas toujours facile de monter les marchés. Donc, on a donné quelques pistes. Et le rapprochement avec le GLCNL était une des pistes. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci Lucie pour ce point.